et leur capacité d'investissement dans le secteur. Je crois qu'on en reparlera un peu plus, mais c'est un peu là pour donner une idée générale de notre travail sur ce secteur. Merci. Et donc, last but not least, comme on dit, Anthony Samé, entrepreneur, fondateur de ST Digital, une entreprise pionnière dans les cloud services en Afrique. Anthony, merci beaucoup d'être parmi nous. Anthony, je vais également te demander de nous parler rapidement de ton parcours, de nous expliquer un petit peu comment tu es confronté aux problématiques autour du cloud. Merci beaucoup Alioune. Alors, donc, je suis Anthony Samé, j'ai créé ST Digital il y a 5 ans, et ce que nous faisons, c'est nous faisons un accompagnement à la transformation digitale de nos clients, et dans le chemin et l'accompagnement de nos clients dans cette transformation digitale, le cloud a été très vite une des problématiques majeures. Aujourd'hui, une entreprise qui, sur ses plans stratégiques, va être plus agile, veut se digitaliser, veut utiliser le pouvoir du numérique pour impacter sa performance et sa scalabilité, se doit d'avoir des infrastructures de nouvelle génération. Il n'était plus possible de se digitaliser avec des infrastructures traditionnelles. Tout plan ambitieux demandait des projets qui devaient être live en 6 mois, ou des projets qui devaient avoir des niveaux de sécurité qui sont impossibles aujourd'hui à avoir sur des infrastructures classiques. Donc, c'est vraiment, nous, on est confronté à cette problématique-là, parce qu'on part de la problématique stratégique vers la mise en place de l'infrastructure, de la technologie. Et c'est très difficile d'articuler cette vision-là sans passer par les cloud services. Et bien sûr, il y a des freins, il y a des résistances, il y a des choses qu'on promet sur le papier et qui ne sont pas possibles à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je suis très, très content de participer à ce débat sur est-ce que nous sommes prêts à y aller. Bon, super, super. Merci beaucoup, Anthony. Alors, je vais quand même me présenter, même si ce n'est pas très important. Juste vous dire que je dirige donc Sen & Compagnie, qui est un cabinet de conseil en fusion-acquisition et en levée de fonds, assez actif sur le continent africain. Et nous accompagnons les entrepreneurs dans leur problématique de financement et de transactions corporate finance, on va dire. Voilà. Donc peut-être maintenant, on va parler un peu du contexte. Il me semble que Guy avait quelques éléments à nous présenter dans le cadre des analyses qu'il a pu réaliser. Oui, vous les avez, ou est-ce que je dois partager mon screen pour ça? Oui, partage ton écran, s'il te plaît. OK. Une seconde. OK, j'espère que vous arrivez à voir un peu. J'essaie de le faire aussi grand que je peux. Donc, je vais pas trop prendre le temps, juste pour dresser un peu de contexte, hein. Ce que je vais faire, je vais commencer par une petite anecdote. Vous me demandiez comment est-ce que nous avons été confrontés au cloud. Il y a quelques années, au plus haut de la crise du COVID, le NCDC, qui est le Nigeria Center for Disease Control, c'est un peu l'organisme d'État au Nigeria qui est en charge du monitoring des maladies infectieuses et des pandémies. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation un peu difficile, si vous voulez. Leur infrastructure IT était essentiellement gérée en interne. Et du jour au lendemain, ils ont dû faire face à une explosion de trafic sur leur site, et à de larges volumes de questions du public qui voulaient en savoir plus sur la pandémie, sur les mesures à prendre pour se protéger, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, leur infrastructure n'était pas nécessairement optimisée pour ce type de trafic, pour ce type de demande, ce qui a quelque peu fragilisé leur réponse initiale. Donc, ils ont eu le site qui crash,
les applications qui ne marchent pas assez d'outils pour analyser toutes ces données qui venaient vers eux, pas assez d'outils pour comprendre et communiquer les données qu'ils avaient. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a généré beaucoup de frustration chez leurs utilisateurs et même en interne. Donc, un peu en catastrophe, ils se sont retournés vers des services cloud pour stabiliser le système. D'abord, dans un premier temps, et surtout à long terme, gagner en flexibilité et exploiter leurs ressources de manière plus efficiente pour améliorer la qualité de leurs services et de leurs usagers. Donc, des histoires comme celle-là, en Afrique, des histoires comme celle du NCDC, elles sont de plus en plus courantes en Afrique. Ce que nous remarquons dans nos travaux de recherche, c'est que l'adoption des services, des outils cloud est en forte hausse par véritablement toutes sortes d'organisations, des grandes entreprises multinationales, les administrations, les agences du secteur public, des PME et des startups qui très souvent font office de pionniers dans ce secteur. Donc, nous sommes véritablement au tout début d'un processus assez systémique, assez structurel de migration des infrastructures IT d'un modèle où tout est géré en interne, où on achète des serveurs pratiquement pour chaque application, vers un modèle où les entreprises gagnent en flexibilité et en innovation en transférant le management de certaines de ces ressources IT vers des spécialistes du secteur. Alors, comme dans tout processus de migration de masse, il y a des différences considérables en termes d'adoption. Il y a ceux qui plongent direct, comme dans la grande migration que vous voulez voir en photo là. Il y a ceux qui étudient l'opportunité, ceux qui explorent. Il y a ceux qui sont beaucoup plus circonspects pour une raison ou une autre. Mais le mouvement structurel en lui-même est tout à fait en cours. Alors, pourquoi migrer vers le cloud? Ça, généralement, c'est la grande question que les entreprises et les observateurs ont très souvent. Il y a plusieurs impératifs qui poussent les entreprises dans cette direction. Déjà, il y a des impératifs de demande. C'est-à-dire que le consommateur africain aujourd'hui est fortement digital. En Afrique, vous avez près de 600 millions d'utilisateurs haut débit. Près d'1 milliard d'utilisateurs Internet de manière générale, dont les Africains sont de plus en plus, le consommateur africain est de plus en plus connecté. Et la manière dont ces consommateurs échangent, communiquent, font leurs transactions, s'éduquent, se passe de plus en plus sur les plateformes digitales. Donc, vous avez cette explosion de flux de trafic et de transactions qui se font sur les plateformes digitales. Et tout organisme, toute organisation qui a pour objectif d'offrir à leurs clients des services de qualité se doit d'aller à la rencontre de ses clients ou de ses usagers où ils sont, c'est-à-dire sur le digital. Donc, il y a cet impératif de demande. Et au-delà de cette pression qui vient de la demande, il y a d'autres impératifs sur les entreprises en termes de nécessité d'agilité opérationnelle, en termes de nécessité d'innovation, pour faire face à une concurrence beaucoup plus forte, pour faire face à des évolutions de consommation beaucoup plus complexes, pour s'approprier véritablement cette explosion d'outils digitaux qui sont beaucoup plus disponibles pour faire face au risque de cyberattaques, etc. Donc, il y a tous ces impératifs et les organisations sont un peu submergées et ont besoin d'outils adaptés pour faire face à tout ça. Et les services cloud offrent des possibilités à cet égard. Donc, le potentiel du cloud en Afrique c'est assez considérable, même s'il faut reconnaître que l'utilisation est encore assez en deçà du potentiel réel. Donc, l'Afrique, c'est
Si vous voyez à peu près, c'est à peu près 17-18% de la population mondiale. C'est 4 à 5% du PIB mondial et des connexions au débit. Mais c'est moins de 1% des dépenses des organisations sur les services cloud. Donc, vous avez un marché en phase de croissance quand on considère tout ce qui est data center, tout ce qui est cloud privé et cloud public. Et généralement, nous projetons que la taille de ce marché en Afrique va doubler d'ici 5 ans. Donc, on parle d'une opportunité autour de 8 à 10 milliards de dollars à terme, ce qui est énorme au vu de la taille, au vu de la taille actuelle. Il n'y a pas beaucoup de secteurs, même dans le secteur de la tech, qui vont générer ce genre de croissance en valeur absolue. Maintenant, pour que ce type de projection se réalise, il y a un certain nombre d'obstacles à surmonter dont on discutera au cours de ce panel. Alors, il y a du point de vue des infrastructures, du point de vue de la souveraineté des données, du cadre réglementaire et j'en passe. Donc, je m'arrête là pour laisser place à la discussion, mais ça donne un peu une idée du contexte général. Merci beaucoup, Guy. Je pense que le décor est bien planté. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer avec Gabriel. Gabriel, les services cloud sont la conséquence directe des évolutions technologiques et des bénéfices apportés par l'informatisation et l'Internet. Pensez-vous que les entreprises et administrations d'Afrique francophone soient prêtes pour tirer profit du cloud? Très bonne question. Je pense que réponse toute simple. Aujourd'hui, au vu de ce que l'on voit, au vu des pratiques d'adoption, on peut vraiment dire que non. On est encore tout au début justement de l'adoption du cloud. Les stratégies d'adoption sont encore, je peux dire, embryonnaires. On voit des entreprises qui font le pas, mais on ne voit pas réellement comme une sorte ni de pression, je peux dire, sectorielle, ni de pression mimétique, où dans un pays, on a vu peut-être un gouvernement s'est levé et dit allez vers le cloud. Donc, c'est encore des méthodes d'adoption ou des stratégies d'adoption qui sont encore individuelles par entreprise. Mais il y a quand même cette opportunité, comme l'a si bien présenté Guy. Il y a des écueils aussi à lever. Donc, l'un qui est particulièrement culturel, mais je pense par culturel, c'est par rapport beaucoup plus aux a priori qu'on a eu par rapport au cloud. Il y a beaucoup de messages négatifs qui ont été véhiculés par rapport au cloud, qu'il faut justement des acteurs comme Anthony essayent aujourd'hui de les dissiper. Il y a je dirais, si je prends un exemple par rapport justement à la culture, lors de ma thèse, il y a des intervenants qui disaient, mais moi, je ne sais pas où sont mes données. Mettre mes données quelque part où je ne les vois pas, c'est comme si on me contrôlait. Et comme j'ai dit, par exemple, le fait de voir Anthony lorsqu'on va dans ses postes où des gens visitent son data center, nous qui sommes ici en Europe, c'est quelque chose qui est presque inhabituel. Les data centers, parfois, n'ont même pas d'adresse, mais ça permet quand même de lever quelque part ces barrières culturelles qui sont là, pour les gens qui se disent, mais c'est quoi le cloud? Les gens sont encore dans une culture de matérialité et il faut les accompagner quelque part dans cette migration. Et il faut aussi, bien sûr, accompagner les dirigeants parce que malheureusement ou heureusement, en Afrique francophone, le tissu entrepreneurial est parfois à 60-80% fait de PME. Et qui dit PME, dit un dirigeant qui est, je peux dire, un peu tout puissant. C'est lui qu'il faut convaincre. Et parfois, s'il n'est pas convaincu, il a beau avoir une équipe qui est, je peux dire, cloud ready, mais ils ne pourront pas réellement le convaincre. Et enfin aussi, bon, bien sûr, on en parlera aussi des problèmes de formation. Adapter le système de formation aujourd'hui en Afrique, où les cursus sont encore beaucoup tournés vers des solutions on-prem et peu vers le cloud. Et je dirais, donc pour conclure aussi sur cette partie, c'est surtout, je dirais, sortir un peu, je peux dire, du discours du cloud qui était au début de dire aux gens que
en fait, le cloud va apporter une réduction des coûts. C'est vrai, mais une entreprise, lorsqu'elle est créée pour faire du profit. Et c'est là, justement, où tout l'écosystème, tous les acteurs doivent justement travailler pour mieux montrer cette valeur ajoutée et qu'est-ce que ça va vous faire gagner. Pour que demain aussi, on ait à voir des entreprises en Afrique, autant comme on l'a vu avec Moderna en Allemagne, qui, grâce au cloud, a pu développer son vaccin en quelques jours, qu'on puisse aussi avoir des success stories comme celle-là en Afrique, où des gens qui pourront vous dire, mais grâce au cloud, peut-être je vendais mes ananas de telle manière, j'ai pu faire telle ou telle action pour pouvoir arriver à être l'entreprise que je suis aujourd'hui. D'accord. Super, merci. Donc, je retiens qu'il faut des success stories, c'est ça qui va vraiment montrer l'exemple et qui va peut-être accélérer le mouvement. Tout à fait. Il faut démystifier le cloud, il faut le rendre simple à comprendre pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de PME, c'est encore quelque chose d'assez mystique pour certains, pour les administrations, n'en parlons même pas. Comme j'ai dit, il n'y a pas de réelle volonté ou de réelle stratégie nationale de développement du cloud. Aucun pays en Afrique, à ma connaissance, n'a une stratégie cloud. Il n'y a pas de stratégie de cloud souverain dans aucun pays d'Afrique francophone, pardon, pour ne citer que cela. Donc, ça doit partir aussi par là. Et quand on sait aussi que dans ces pays, le gouvernement est celui qui consomme le plus d'informatique. Donc, s'il n'est pas moteur de l'adoption ou de la promotion même du cloud, on va continuer à aller à un rythme comme celui qu'on voit plus des aspects, plutôt comme un courant, comme on aimerait vite le voir. C'est intéressant, c'est vrai que quand on travaillait un peu avec les gouvernements, etc., on se rend compte que d'un point de vue numérique, généralement, il y a généralement du travail à faire. Super, merci. Anthony, la plupart des acteurs du cloud ne sont pas présents ou très peu présents en Afrique. Le développement des services cloud n'engendre-t-il pas des risques en termes de souveraineté numérique? Alors ça c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la plus grosse part de marché des cloud services est détenue par les GAFAM. C'est là où consomment les entreprises africaines qui ont fait le choix du cloud. Il y a encore peu de parts de marché pour des acteurs comme nous qui proposons un cloud local. Et bien sûr, la problématique de la souveraineté se pose. On voit sur le récent conflit avec l'Ukraine, où il y a tout de suite des sanctions de Google qui a retiré certaines activités sur la Russie. On se pose la question jusqu'où peuvent-ils aller. Naturellement, ils n'ont pas suspendu Gmail sur la Russie, ce qui était entre guillemets la bombe atomique moderne. Donc on voit bien qu'il y a une vraie problématique. Elle n'est pas seulement une problématique de domination, mais elle est aussi une problématique tout simplement de réglementation. Si vous avez une loi sur la RGPD en Côte d'Ivoire, comme elle vient d'être votée, comment allez-vous faire appliquer votre loi si vos données ne sont pas hébergées localement? Donc on a cette dialectique-là et puis même cette contradiction où on va avoir des représentants publics qui vont avoir des adresses Gmail, mais qui vont refuser de partir vers un cloud maîtrisé alors qu'ils l'ont déjà de fait. Donc, il y a un peu une difficulté autour de la gouvernance. Il y a un cadre réglementaire faible. C'est-à-dire que la plupart des lois liées à la gestion des données sont des lois du début des années 2000 sur la cybersécurité. Ils ne sont pas encore passés, actualisés au regard des RGPD. Après ce déficit réglementaire, il y a aussi un déficit de gouvernance. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir, comme le disait Gabriel tout à l'heure, d'orientation publique vers une stratégie de cloud souverain, où on ne va pas forcément, même pour certains pays, ne pas avoir simplement d'orientation sur la digitalisation là ou du gouvernement. Donc on peut aussi dire que une des contraintes des acteurs du cloud, c'est cette faiblesse du cadre réglementaire ou du cadre de gouvernance. La nature ayant horreur du vide,
les parts de marché des GAFAM restent en forte croissance. Je pense que le revenu de Azure, qui est un des produits phares de Microsoft du cloud sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a plus que doublé sur les dernières fiscales. Donc, il y a une croissance forte, elle n'est pas maîtrisée. Et puis surtout, ce qui est très dommage pour nous, c'est qu'il y a peu de création de valeur locale. Aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs du cloud, non seulement on opère un data center avec des techniciens qui sont formés localement, on paye de l'électricité à l'opérateur national, on a en plus, en tant qu'acteur, on ne va pas faire du SaaS directement, donc on a un écosystème de startups qui vont venir être hébergés chez nous, qui peuvent proposer des services chez nous. Donc il y a un vrai problème à ne pas, au-delà du concept de souveraineté, à ne pas développer un écosystème digital local, parce qu'il y a une perte de valeur en plus de la... Merci Anthony. Merci Anthony. Nous allons poser maintenant une question à Serge sur la partie réglementaire. Donc, le Cameroun et le Congo sont les deux seuls pays africains sur l'Afrique francophone à ne pas disposer de législation concernant la sauvegarde des données. Comment faire en sorte que le cadre actuel serve le développement des activités cloud qui bénéficient à l'Afrique? Quel est le cadre légal souhaitable, d'après vous? Vaste question. Je vais commencer par déjà prendre du recul en disant que quand on regarde l'Afrique francophone, en principe, le cadre réglementaire n'est pas le problème. Parce que quasiment tous les pays de l'Afrique francophone au sud du Sahara ont des lois sur la protection de données personnelles. Sur la protection de données personnelles, je reviendrai sur la raison pour laquelle je fais la distinction avec d'autres types de législation, mais protection de données personnelles. Et certains pays même ont créé ces législations avant même qu'on ne parle vraiment de cloud computing dans cette partie du monde. Par exemple, le Bénin, c'est en 2009 que la loi sur la protection de données personnelles a été adoptée. Et ça, c'est pour des raisons historiques, notamment par rapport à nos liens avec la France, qui était l'un des pays les plus avancés sur ces questions-là depuis les débuts des années 80. Donc aujourd'hui, quasiment tous les pays d'Afrique francophone, à l'exception du Cameroun notamment et du Congo, ont une loi sur la protection des données personnelles. Est-ce que cela veut dire que ces pays-là ont une industrie ou une économie du cloud qui s'est développée significativement? Je laisse le soin aux autres d'en tirer la conclusion. Je n'en suis pas certain. Est-ce que Anthony et Gabriel ont dit effectivement le confirment? Cela pour dire quoi? Que le cadre réglementaire est important, mais je pense que ce n'est qu'une variable. Et c'est une variable qui dépend en fait d'une vraie stratégie nationale de l'innovation ou du cloud. Et je veux faire deux précisions. La première, c'est quoi? C'est que il est important pour les États, pour pouvoir promouvoir l'utilisation du cloud. Et historiquement, on constate que les plus gros utilisateurs de l'informatique du cloud, c'est le secteur public, dont l'État, et c'est le secteur financier. Ça veut dire quoi? Pour revenir à la formule que Anthony a utilisée, le secteur public est le moteur, l'État est le moteur. Et l'État utilise ce moteur de deux façons. D'un point de vue législatif, en mettant en place une législation qui permet aux acteurs, y compris lui-même, non seulement de pouvoir investir dans ce domaine-là, mais également de pouvoir se conformer à un certain nombre de règles qui peuvent permettre d'avoir un jeu équitable et de préserver les droits des utilisateurs. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans nos pays. On voit des règles, mais est-ce que l'État respecte ces mêmes règles? Il est permis d'en douter, au vu par exemple de la façon dont les données biométriques relatives à la mise à disposition des cartes nationales d'identité ou des passeports
ou de l'acte de naissance dans les différents pays sont gérés. Est-ce que l'État respecte même ces dispositions sur les données personnelles? C'est discutable. Le dernier point que je voulais souligner initialement ici, toujours pour dire qu'il faut relativiser l'aspect important de la réglementation en parlant de quelle réglementation il s'agit. J'ai mis de côté la notion sur les données personnelles en disant qu'il y a un cadre, il existe, il faut peut-être l'actualiser parce qu'effectivement, pour une ce qu'Anthony disait, il date pour beaucoup. On parle du début des années 2000 pour beaucoup, avant même que le cloud computing se développe. Il y a eu des développements, entre autres, avec le règlement général européen qui a défini un standard très élevé de protection de données personnelles parce qu'il a utilisé l'angle de la protection des individus d'abord comme principe. Donc, il faut actualiser beaucoup de ces réglementations-là et sans compter que les autorités même de données personnelles pour les mettre en œuvre dans la plupart des pays africains ne sont pas vraiment opérationnelles et quand elles le sont, elles n'ont pas les moyens de leur travail. Mais j'évacue cela en disant qu'au final, il me semble que l'un des obstacles vraiment au développement des services cloud dans nos pays, c'est un non-dit. Et le non-dit, c'est le problème de la sécurité. Il y a une peur qui peut être légitime pour beaucoup d'embrasser la technologie et de permettre notamment à le développement de services cloud. Elle est liée à des problématiques sécuritaires. Nos données vont se retrouver à l'étranger, enfin pas forcément. Elles ne seront pas hébergées, elles ne seront pas contrôlées parce que nous n'avons pas la matérialité, pour utiliser un terme de Gabriel, du contrôle sur ces données. Dès lors, nous n'allons pas permettre que cela soit fait, ou si nous le faisons, nous le permettons, ce sera avec des restrictions importantes. On le voit d'un point de vue général dans beaucoup de réglementations où des données, généralement des données du secteur public ou même certaines données spécifiques sont extrêmement restreintes, ou alors dans certaines réglementations spécifiques comme la réglementation bancaire, qui traditionnellement protège le secret bancaire, ou dans l'Afrique francophone, par exemple, c'est très clair, que ce soit dans l'UEMOA ou dans la CEMAC, les serveurs doivent être essentiellement dans les pays de la région qui sont couverts par la réglementation. Donc, il y a un non-dit de cybersécurité, de sécurité qui rejoint les problématiques de souveraineté, etc., qui, à mon avis, est le problème le plus important. Et c'est ironique, parce que je reviens encore à ce qu'Anthony a dit, les gens utilisent des adresses Yahoo, des adresses Gmail, etc., qui sont hébergées sur des serveurs et à travers lesquels ils échangent en fait des correspondances confidentielles. Bon. En même temps, on craint d'avoir des données qui sont sensibles ou critiques, qui sont hébergées dans des data centers. En même temps, on utilise librement ces outils qui sont soi-disant en libre service. Je voulais terminer en parlant du marché du cloud intra-africain. On a tendance à parler essentiellement de la relation verticale entre les GAFAM, dont les grosses entreprises qui sont porteuses du cloud commercial, qui sont les entreprises occidentales, etc., qui sont établies hors de nos frontières. Mais on oublie en fait que il faut qu'on se pose des bonnes questions aussi. Est-ce que un cloud, une entreprise comme ST Digital aujourd'hui, qui veut s'établir au Gabon ou dans le pays, etc., est-ce que ce sera facile pour cette entreprise de convaincre un acteur d'un autre pays africain de venir héberger ces données dans ce pays? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est aussi difficile de les convaincre de les héberger dans un cloud qui est aux États-Unis que de le faire dans un autre pays africain. Donc, je pense qu'encore une fois, je le mets sur la table, il y a des problématiques beaucoup plus complexes que seulement avoir un cadre réglementaire qui paraît idéal sur le papier. Je m'arrêterai là. Serge, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai également une question donc, pour Guy. Donc, les data centers sont énergivores et requièrent également de disposer de bonnes connectivités, qui font souvent défaut dans les pays de la zone. Le déploiement de l'activité cloud est-elle viable dans ces conditions?
ton micro est désactivé, Guy. J'oublie toujours ça, merci. Avant de répondre à cette question, est-ce que je peux faire un commentaire sur les interventions précédentes qui sont extrêmement pertinentes de mon point de vue. Donc, je remercie Gabriel, Anthony et Serge pour ça. Mais je crois aussi qu'elles sont un peu symptomatiques du challenge que nous rencontrons beaucoup en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest francophone particulièrement, mais en Afrique francophone de manière générale. On parle beaucoup du rôle de l'État. Mais nous, dans notre travail de recherche, nous n'avons pas vu beaucoup de pays dans lesquels l'État est le moteur d'adaptation des services cloud, du moins pas des marchés, pas de marché à succès. Évidemment, le rôle de l'État est vital en termes d'établissement du cadre réglementaire, etc., etc. Mais en tant qu'utilisateur de services, si on attend que l'État donne le là et donne la direction pour les services à utiliser, je crois que on va être en retard par rapport à d'autres pays qui se développent beaucoup plus vite. Dans la plupart des pays dans lesquels les activités cloud ont explosé, les secteurs qui ont drivé, excusez mes anglicismes, parfois je n'arrive pas à m'empêcher, mais les secteurs qui conduisent un peu la croissance du secteur, c'est les startups, parce que franchement, elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles utilisent les technologies les plus à pointe pour répondre aux besoins de leurs clients. C'est les grandes entreprises, particulièrement dans le secteur financier, comme Serge l'indiquait tout à l'heure. Les plus gros budgets en dehors de l'État, les plus gros budgets de technologie viennent du secteur entreprise. Et dans grande entreprise, secteur financier et grande entreprise, autres secteurs. Et puis, l'État a un rôle, évidemment, il y a le rôle réglementaire, qui est extrêmement important, ça a été exposé, mais l'État a également un rôle d'accélérateur. Donc, une fois que ces autres secteurs montrent un intérêt pour ces services cloud, parce que le budget de l'État est relativement conséquent et a un impact sur l'adoption de manière générale, ce budget contribue à accélérer un peu la croissance du secteur. Mais en tant que leader, en tant que trendsetter, ça ne peut pas venir de l'État parce que de manière générale, l'État, l'État est réactif, quoi. Il voit pas devant. Ça doit venir du secteur privé, ça doit venir des entreprises qui, à cause des impératifs que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui sont beaucoup plus à même à conduire le succès du secteur. Du moins, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Et les marchés que nous considérons comme des marchés à succès, de manière générale, c'est comme ça qu'ils se sont développés. Maintenant, sur les infrastructures, c'est difficile de faire du cloud en Afrique. Je crois Anthony qui est là ne me contredira pas. La vérité, c'est que c'est difficile. Ce qui, dans d'autres pays, est considéré comme un peu comme un given, quelque chose qui est normal. En Afrique, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour qu'il y ait une expérience utilisateur du cloud qui soit à peu près de qualité, il faut qu'il y ait plus ou moins 3 types d'infrastructures, si vous voulez. Donc, il faut qu'il y ait de la connectivité. Il faut qu'il y ait de l'hébergement, il faut qu'il y ait de l'électricité qui se connecte aux deux. Donc, pour la connectivité, c'est à 2 niveaux. C'est la connectivité au niveau de l'utilisateur. Et là, c'est le haut débit. Et quand je dis haut débit, ce n'est pas la 3G. Parce qu'avec la 3G,
pourrait pas faire grand-chose. C'est au moins 10 mégabits, des connexions 10 mégas et plus, 10 mégabits par seconde et plus, dont 4G et fibre optique, préférablement. Et là, la réalité, c'est que ces infrastructures dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest francophone sont encore en développement et les niveaux de pénétration sont encore très bas. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est 20-25% de la population qui a la 4G. La fibre optique, c'est évidemment que dans les zones concentré dans les zones urbaines. Au Sénégal, c'est beaucoup plus élevé. Je crois que c'est autour des 30 et 40%. Mais tant que vous restez en dessous de 50% pour ce type, de technologie de connectivité à 10 mégabits de plus, ça va être extrêmement difficile d'avoir un mouvement de masse vers ce type de nouvelles technologies. Donc ça, c'est un pour la connectivité. L'autre niveau pour la connectivité, c'est la connectivité, c'est les liaisons qui relient les data centers entre eux, parce que les applications cloud résident dans des data centers. Et il faut que ces data centers communiquent entre elles. Et elles communiquent entre elles à partir de liaisons louées à très grande capacité. Et ça, c'est des marchés qu'il faut qu'ils soient flexibles. Il faut qu'il y ait une offre assez solide et il faut que les prix soient abordables pour les entreprises. Et ça, d'un autre côté, c'est également un endroit où il y a un certain challenge dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Les prix pour ce type d'infrastructures sont assez élevés, ce qui complique un peu la tâche l'appétence des entreprises pour le cloud. C'est difficile de vouloir faire du cloud si vous ne pouvez même pas payer pour la connectivité qui vous permet de faire ce cloud. Donc, on parlait du rôle du gouvernement. C'est là véritablement où le gouvernement peut jouer. Parce que si le gouvernement prend des actions qui consistent à réduire de manière significative le prix de ces connexions, on n'aura même pas besoin du budget du gouvernement pour utiliser les services cloud parce que les entreprises, les startups et toutes les autres organisations vont s'en charger. Donc, du point de vue des infrastructures, il y a ça. Et l'autre niveau, au niveau des infrastructures, c'est l'hébergement. Ça, c'est les data centers. Le challenge du cloud, c'est que pour que le service soit de qualité, il faut que les data centers qui hébergent les serveurs dans lesquels les applications sont, il faut que ce data center soit le plus proche possible des utilisateurs. Si vous êtes à Douala ou à Abidjan et que vous essayez de vous connecter à une application qui est à Londres ou qui est en Irlande, il va y avoir un impact en termes de la latence que vous allez ressentir en tant qu'utilisateur. Nous, ici, nous avons des services analytics qu'on fait sur le cloud. Nos utilisateurs qui sont en Afrique du Sud, avant qu'il y ait un data center local, quand ils cliquaient sur une application pour avoir des visualisations, ça prenait 5 à 10 secondes pour venir parce que l'application était en Irlande quelque part. Donc, si vous êtes utilisateur, vous cliquez 5 fois, ça prend 10 secondes à chaque fois, vous ne revenez pas sur cette application. C'est fini, quoi. Donc, il est extrêmement important qu'il y ait des data centers beaucoup plus proches des utilisateurs. Et ça, c'est ce que des entreprises comme ST Digital sont en train de développer. Et ça, c'est extrêmement important pour le développement du cloud, en Afrique. Il faut que ce cloud soit local dans des infrastructures qui soient locales. Dans l'Afrique de l'Ouest francophone, en ce moment, c'est moins de 15% des capacités data center en Afrique, hors Afrique du Sud. Donc, il y a une certaine marge de progression pour développer cette infrastructure. Donc, ça, c'est un peu les challenges du point de vue des infrastructures. Et l'électricité est juste liée de manière indirecte au data center parce que le data center a besoin d'électricité. Mais les data centers africains sont assez innovants en dépit des challenges structurels
que nous connaissons tous dans le secteur de l'infrastructure en Afrique. Les data centers africains font du très bon travail pour fournir des services qui offrent à peu près 100% de disponibilité, même quand tout le monde a des coupures d'électricité ici et là. Justement, le rôle du data center, il y c'est de ne a pas avoir Anthony ça. qui t'avait demandé un travail. Je n'ai pas eu le retour de ce travail. Il t'avait dit de faire. Okay. Je m'arrêtais là de toute manière. Donc, c'est un peu ça. Anthony a demandé du travail. Attention. Voilà. Exactement. C'est une bonne La beauté du transition. cloud. Ouais. Super. Merci beaucoup, Guy. Ça me fait tout rire parce que quand on parle de fait que les data centers s'adaptent, les dirigeants s'adaptent et les dirigeants doivent se débrouiller parce que Anthony, avec son data center, a été confronté à ces problématiques d'électricité. Ouais. Il faut faire preuve d'imagination pour pouvoir assurer une continuité des services, quoi. Donc c'est vrai que là, c'est un vrai challenge. Bon, super. Peut-être qu'on va passer aux questions du public. J'ai une première question, et puis ensuite on pourra peut-être poser quelques questions du public. Alors, moi, dans mon activité, nous travaillons sur des transactions transfrontalières, avec des dirigeants un peu partout en Afrique, mais également en Europe et en Asie. Pendant la crise du Covid, à un moment, on s'est demandé comment on allait faire parce qu'on ne pouvait plus voyager. Finalement, on a vu qu'avec Teams, Zoom, etc., on pouvait faire pas mal de choses. Les collaborateurs pouvaient travailler à distance, etc. Je vous pose la question à tous. Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses que vous avez constatées comment dire, une certaine accélération de l'utilisation du cloud pendant cette période-là, qui en fait, où on a vu un changement de mode de fonctionnement, etc. Est-ce que vous avez des choses là-dessus à partager avec nous également? Alors, moi, ce que je trouvais intéressant, j'en discutais avec un partenaire récemment, c'est qu'on a un avant-Covid et un après-Covid. Ça veut dire qu'avant Covid, le fait de migrer vers le cloud était une problématique technique. Après Covid, c'est une problématique qui part des plans stratégiques. Donc, en fait, on part des plans stratégiques de l'entreprise pour dire que finalement, on a besoin du cloud pour y arriver. Alors qu'avant, c'était un directeur informatique qui disait que ce serait pas mal qu'il ait du cloud aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce changement-là. Ce changement-là, il concerne bien entendu la problématique de Modern Workplace. On dit travailler en tout lieu, en tout moment, et qui nous concerne d'autant plus, nous, en Afrique, où les billets d'avion entre Abidjan et Douala sont à 800 000, même en interne dans le pays, les frais de mission, les problématiques logistiques sont importantes. Donc, beaucoup d'entreprises ont finalement, sur la contrainte de ne pas pouvoir accéder au bureau, découvert qu'il était possible de travailler à distance. Et en se posant ce problème, se sont dit, bon, est-ce que je peux installer, on leur a proposé Teams, mais ils disaient, non, on va installer un Teams, mais sur mon serveur. On a dit, OK, on peut le faire dans 8 mois. Et là, ça a été intéressant de voir qu'ils ont accepté le cloud. Donc, sous la contrainte, parce qu'on avait une problématique stratégique. Donc, je pense que c'est vraiment là où la discussion compte. C'est de dire à quel moment de développement de nos stratégies business, on a besoin d'une plateforme technologique qui va supporter cela. Et c'est là où il y a un vrai changement. Moi, je rajouterais plutôt que aussi, effectivement, il y a ce Covid-là qui est venu booster l'adoption. Et je me rappelle un peu d'une anecdote lors de mon travail de recherche, où justement un des intervenants au Sénégal disait, mais avant, à cause des pluies, des grèves de transporteurs, il était difficile pour les chefs d'entreprise d'accepter que quelqu'un ne vienne pas au bureau. Et que grâce justement au télétravail, grâce au Covid, c'est de plus en plus, même s'il y a encore des réticences, les gens acceptent en plus encore de se dire, OK, ben, tu ne pourras pas venir, mais tu peux télétravailler. Donc, il y a ce changement culturel là aussi qui commence à venir parce que, ben, autant comme à Dakar, comme dans beaucoup de pays de capitales africaines, le transport, c'est tout un problème. Il faut se lever très tôt pour aller travailler. Et justement, pouvoir télétravailler, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise ont vu cette possibilité-là de se dire, OK, même si mon employé ne vient pas,
vu qu'il a cette possibilité de travailler, il y a un changement culturel qui est en train de se réaliser et c'est plutôt très encourageant. J'ai un commentaire sur ce que tu permets à lui. Oui, Peut-être deux commentaires. Le premier, c'est Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft, qui a dit quelque chose du genre Covid a été en 3 mois une accélération de la transformation digitale qui était prévue ou qui devait se faire en 10 ans. Et a transformé, comme Anthony disait, à une problématique qui était technique, une problématique qui est stratégique, business, etc., etc. Ça, c'est la première chose, juste pour aller dans le même sens que les autres. La deuxième chose, c'est, moi, sur le plan réglementaire, c'était fascinant d'observer à quel point les logiques de continuité, business, étatique, etc., de crise, en fait, de gestion de crise, ont fait tomber toutes les barrières et toutes les réticences réglementaires à l'utilisation des cloud services. Je donne quelques exemples précis. Parmi les pays les plus restrictifs au monde sur les cloud services, des pays, notamment les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Unis, Qatar, qui avait une législation qui disait aucune donnée personnelle de nos citoyens ne doit être hébergée dans un cloud étatique ou un cloud étranger, parce qu'il fallait continuer d'assurer la télééducation, il fallait le télétravail, etc., les téléservices publics, ont approché des entreprises comme Microsoft et ont mis en place des exceptions, y compris réglementaires, temporaires ou sur longue durée, pour permettre la continuité du service et le développement du cloud. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand il y a une crise ou quand il y a un enjeu majeur, les barrières tombent et ce n'est plus forcément une problématique réglementaire, c'est une problématique justement de continuité de l'État ou des entreprises. Merci Serge. Peut-être on va passer, à moins que Guy ait envie de réagir, sinon on va passer aux questions du public. Non, on peut passer aux questions à Lyon. D'accord, merci. Jean-Philippe? Ok, merci bien. Donc merci. On a monsieur Madame Fortuné Kocha qui avait une question et qui a levé la main. Je vous invite à intervenir et à ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Kocha, merci. Anthony, et je profite de l'occasion pour te féliciter à nouveau parce que c'est pas évident d'être un pionnier. Je me rappelle, il y a environ 5 ans, quand on en parlait au Cameroun, tout le monde riait, mais tu y es, donc encore bravo. Alors, peut-être pas des questions directes, mais disons des interventions qui pourraient susciter quelques questions par rapport à tout ce qui a été dit, qui déjà était très intéressant. Je pense que lorsqu'on parle d'adoption, déjà sur du cloud ou des cloud services en Afrique, il faut avant toute chose parler de la notion culturelle. D'abord, la notion culturelle. Parce que, et je pense un des panélistes l'a dit, en Afrique, quand on parle de cloud, tout le monde se dit c'est moins cher. Donc, voilà la première chose qu'il faut arrêter, voilà des premières idées qu'il faut faire arrêter. Que les entreprises se disent qu'il faut aller vers le cloud parce que c'est moins cher. Ça, c'est la première chose. C'est faux. Le cloud va augmenter l'agilité, la flexibilité, la rentabilité de l'entreprise si tant est qu'elle a des services pour y aller. Mais le cloud, ce n'est pas moins cher par rapport à ce qui se faisait déjà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il est aussi temps d'arrêter de faire croire aux entreprises qu'il faut se demander s'il faut aller sur le cloud. Parce que le cloud, on y est déjà. WhatsApp, c'est quoi? Facebook, c'est quoi? Donc, la question, ce n'est pas de savoir s'il faut aller sur le cloud, mais plutôt comment y aller. Parce que les entreprises aujourd'hui ont un souci dans la méthodologie de transition. Et ça rejoint le point culturel qui fait qu'il faudrait penser à faire intervenir de la conduite de changement. Après, peut-être le dernier point de mon intervention pour sortir, c'est le point relatif à la législation. Et je pense que c'est Anthony qui a cité les problématiques liées à la gouvernance.
il faut effectivement s'y intéresser. Les problématiques liées à la gouvernance, les problématiques liées à la protection de la donnée. Et quand on parle de législation, par exemple, beaucoup de pays n'en ont presque pas. Au Cameroun, par contre, disons peut-être contrairement à ce que j'ai entendu dire, il y a des lois. Il y a beaucoup de lois même qui en parlent. Mais il serait peut-être plus intéressant de dire que de parler d'insuffisance de la législation. Et quand on parle d'insuffisance de la législation, je classerai en trois principales catégories autant pour moi, des insuffisances organiques, des insuffisances organisationnelles et des insuffisances fonctionnelles. Pour ne pas être très long, rapidement sur le plan organique, on peut par exemple parler du fait qu'en plus de l'absence d'une réelle désignation d'une entité de l'existence d'une loi exclusivement en charge de la régulation de la protection des données, l'entité qui semble, disons, la plus indiquée, je parle ainsi de l'antique, hein, cette entité-là, elle est déjà submergée, par exemple. D'accord? Donc, après, sur le plan organisationnel, les lois et règlements, disons, en vigueur au Cameroun concernant la protection des données sont sectorielles. Et disons, sur le plan fonctionnel, les règles qui existent vraiment dans le cadre de la protection des données souffrent d'un manque de professionnalisme. Disons, voilà la contribution que j'aurais souhaité apporter par rapport à ce débat qui se veut vraiment être d'actualité. Et vraiment, félicitations encore pour l'initiative et un grand bravo à tous les panélistes. Merci beaucoup. Si je peux répondre par rapport oui, Serge, oui. Serge, si jamais tu veux réagir. Oui. J'aime bien la discussion sur la culture. Moi, je la prends par un bout différent. Et, quand on voit l'adoption aujourd'hui des services tels WhatsApp, Facebook, Telegram en Afrique francophone, la rapidité d'adoption de ces services et même comment, à la suite de Covid, une grande partie des gens ont pu se convertir au télétravail ou à l'utilisation de services en ligne. Moi, je questionne profondément la problématique de la culture. Je pense que oui, il y a des pesanteurs culturels, mais je pense que les Africains ne sont pas moins enclins à utiliser le cloud que les autres. Je pense que nous avons essentiellement un environnement un peu plus difficile d'un point de vue d'infrastructure, d'un point de vue d'agilité économique, d'un point de vue même de revenus, etc., pour permettre, et même d'un point de vue effectivement du rôle moteur de l'État, pour permettre une vraie explosion de ces usages-là. Donc pour moi, l'aspect réglementaire, je reviens là-dessus, l'aspect réglementaire n'est pas forcément le plus compliqué. Il y a des réglementations qui existent. L'aspect sécuritaire, celui sur lequel il faut éventuellement qu'on se penche, parce que c'est celui qui est sous-jacent. Et maintenant, je pense que le rôle moteur de l'État, il est là, il faudra absolument que cela arrive, mais je suis d'accord avec Guy qu'il y a des choses qui se passent, il y a une innovation qui explose en Afrique et il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on accompagne les acteurs comme ST Digital qui essayent d'apporter des solutions locales, mais il faut aussi penser en termes de solutions locales, régionales, etc., parce qu'en fin de compte, on ne peut pas avoir des data centers dans chaque pays. D'un point de vue économique, je ne suis pas sûr que ça ait du sens. Il faut un peu d'échelle pour pouvoir avoir des modèles économiques qui sont rentables. Merci ça. Jean-Philippe, tu prends les autres questions et puis avant la conclusion. Oui, alors je vais passer sur les questions du chat parce que ça se cumule. Une sélection. Non, il y a une qui est pas mal. Monsieur Kals, quelles sont les principales utilisations du cloud en Afrique? Hébergement d'applications, services machine learning. Est-ce qu'on a déjà une tendance, effectivement? En fait, il y a une étude qui a été faite l'année dernière par Ernst & Young qui, en fait, démontrait que la plupart la majorité des utilisations qui étaient faites étaient beaucoup plus au niveau du SaaS, Office 365, Google Workspace. Mais pour les autres services
cloud, que ce soit de l'IaaS ou du PaaS, les entreprises étaient encore très en retard derrière. Donc, c'est aussi dû justement aux problématiques dont on a parlé tout au long du débat. Le SaaS Office 365, parce que beaucoup d'entreprises, aussi, il ne faut pas l'oublier, étaient déjà biberonnées à la sauce Microsoft, s'il faut le dire comme ça un peu. Ils utilisaient déjà Office. Et même quand on va aller même dans cette utilisation d'Office 365, on est beaucoup plus vraiment, et peut-être Anthony pourrait rajouter, à des utilisations basiques. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités, je peux dire, de collaboration sont très, 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 très peu utilisées. Et donc, lorsque cette base-là n'est pas déjà faite, aller vers du SaaS, n'en parlons même pas, aller vers de l'IaaS ou du PaaS. Si on reste même dans le SaaS, ne parlons même pas de CRM. Bien sûr, il y a encore des restrictions de disponibilité par pays. C'est presque inexistant, pour le dire. Moi, j'étais dans la discussion pendant une dizaine d'années. Je peux dire que Dynamics ou du CRM, j'en ai vendu peut-être à 1 ou 2 clients par an. Donc, là, on ne peut même pas aller déjà. Déjà, cette base-là, elle n'est pas assez solide. Maintenant, si on va dans l'IaaS, et j'ai une anecdote, un des dirigeants de PME que j'interrogeais lors de mon étude disait, mais moi, j'ai OneDrive, pourquoi vous voulez que j'aille sur Azure? Donc, on est déjà à ce niveau-là. Donc, pour certains, si déjà cette base n'est pas comprise, donc comment aller parler justement de machine learning, d'intelligence artificielle, ça fait peur. Et pour revenir encore au problème culturel, quand quelque chose vous fait peur, vous vous fermez, vous vous braquez et vous ne l'adoptez pas. Merci. D'accord. Merci, Gabriel. Alors, oui, Jean-Philippe, je propose qu'on alterne parce qu'on a également des questions ici. d'accord, bien sûr. Attends. Allez-y, par contre, peut-être rapprochez-vous pour qu'on entende bien, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, je suis Steve Mbenga. Donc, je suis créateur d'entreprise aussi. Je lance une petite activité à Libreville et à Abidjan, au Sénégal, avec Mikado Labs, qui est une société d'expertise dans la transformation des infrastructures et des applications et dans la cybersécurité en France. Alors, j'ai envie de vous dire à tous, à chacun, merci beaucoup. Tony, je suis vraiment très content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je m'étais inscrit pas par hasard. C'était digital, c'est une boîte que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et j'ai voulu comprendre un peu comment cette croissance s'était faite aussi rapidement et quels étaient les mécanismes que tu avais utilisés dans ton business plan, parce que ce n'est pas évident de lancer une activité quasiment dans 5 pays et de réussir de cette façon, parce que les chiffres que tu m'as annoncés font un peu rêver. Je me dis, et là, je me dis, j'espère que tu laisses un peu de place pour tout le monde. Ceci dit, quand bien même on essaiera de te concurrencer, moi je regarde plutôt un aspect où on essaiera de travailler ensemble. Les data centers que tu développes sont vraiment une bouffée d'oxygène et qui pourraient nous permettre à nous de déployer un certain nombre de solutions dans la région. Et donc, c'est pour ça que ma première question est la suivante. Est-ce qu'ils sont redondés, ces data centers? Est-ce que tu as un DRP à côté? Parce que j'anticipe des questions qui nous seront posées par nos clients ici. Juste une petite précision, les activités que nous souhaitions monter ne seront pas des... on va essayer de faire de l'offshore. Emmener les clients européens à utiliser le carnet d'adresses pour pouvoir être opérés depuis le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc vraiment cette notion de data center avec des DRP, c'est vraiment important pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont redondés? Comment tu sécurises la reprise d'activité? Comment elle se fait? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, on a parlé, on a échangé tout à l'heure et vous l'avez redit encore, on a un problème de ressources, on a un problème de montée en compétences de nos brillants ingénieurs. Moi, j'ai vu des gens avec des têtes bien faites qui n'ont jamais entendu parler d'infrastructure cloud ou pour certains de très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as initié, puisque tu es un pionnier et que tu as déjà pris certaines positions, est-ce que tu as initié des partenariats avec les grands acteurs
Microsoft, je vois qu'on a Serge Ntamak, par exemple, qui est là. Google, Amazon, Alibaba, est-ce que derrière, tu as des plans pour pouvoir aider à la montée en compétence de ces ressources? Les deux questions sur lesquelles... Merci beaucoup pour les commentaires et merci pour les questions. Alors, sur la première question, ça me permet de prendre un peu de perspective sur ce débat autour des cloud services. Nous, déjà, en termes de positionnement, on n'essaye pas de se substituer à un GAFAM en disant il y a Microsoft qui propose ça, on va aussi proposer ST Digital. Non, c'est absolument pas ça l'idée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée est de dire que face aux besoins des entreprises locales et des administrations locales, la solution de multi-cloud nous paraît la plus pertinente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des clients dans le maintien, bien sûr, en conditions opérationnelles de leur propre infrastructure, l'utilisation d'une infrastructure comme la nôtre, qui est un data center neutre et privé en tier 3 de proximité, et puis d'autres workloads qui vont rester chez Microsoft ou chez Google ou chez Amazon. Donc l'idée et notre vision aujourd'hui de la consommation des cloud services, c'est cette approche dite de multi-cloud, avec des solutions et l'offre qu'on essaie de marketer, des solutions dites de cloud 100% africain. Et ce cloud 100% africain, pour revenir au point de la redondance, aujourd'hui, il se matérialise à travers 3 infrastructures. Nous avons notre data center en propre au niveau du Cameroun, que nous opérons, mais nous avons également 2 autres data centers. Nous avons des pièces privées. Donc, nous avons 3 racks sur le data center Menouane à Abidjan, et nous avons 2 racks sur le data center de Lomé. Donc aujourd'hui, nous opérons notre offre de service à travers 3 data centers, un au Cameroun, un à Lomé et un à Abidjan. Et maintenant, c'est très important de dire ça parce que quand on prend un peu de perspective sur ce qui arrive avec OVH, il faut bien noter que le fait de faire de la redondance n'est pas une obligation pour votre service data center, mais une offre complémentaire. Donc là aussi, moi, j'ai cette phrase toujours en tête. There is no cloud, it's just someone else's computer. Les mêmes problématiques que vous proposez au backup de vos données sur votre infrastructure, il faut poser les mêmes sur le cloud. Et là, aujourd'hui, on a aussi ce retour-là de Microsoft qui, à travers justement leur policy, bien, il faut que vous sauvegardez leurs données. Et sur le particulier, vous avez aussi ce petit choc-là où vous avez pour beaucoup des messages WhatsApp où ils ne retrouvent pas leur contenu. Parce que WhatsApp, maintenant, ne conserve pas les données à vie. C'est à vous de faire le backup de vos données qui sont dans WhatsApp. Donc il faut bien dire qu'il n'y a pas de solution miracle avec un nuage qui va résoudre tous les problèmes d'infrastructure. Les mêmes problèmes d'infrastructure qu'on a connus dans le on-premise, qui vont être liés à la sauvegarde des données, à la protection, à la sécurité, elles sont déportées de façon différente. Donc, il faut également, pour les personnes qui vont vers le cloud, avoir une gouvernance du cloud. De la même façon qu'on a une gouvernance du système d'information on-premise, on a une gouvernance du système d'information sur le cloud. Donc, c'est un peu mon commentaire sur ce premier élément. Et donc, vraiment inciter toute personne avec cette stratégie de migration vers le cloud à aussi avoir une gouvernance du cloud. Sur le deuxième élément, c'est vraiment une question très importante sur les ressources locales. Les compétences locales, on a de très bonnes compétences. Maintenant, on assiste en Afrique à un problème inversé, c'est-à-dire qu'on a la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, les personnes les plus compétentes vont immigrer, et c'est tout à fait naturel et normal, mais ça va poser un vrai déficit. Il y a des entreprises qui prennent le challenge à bras le corps. Donc, on a des initiatives, je pense, autour de Orange, sur Orange Digital Center, où il y a des centres de formation, d'incubation pour créer localement des énergies digitales. On a également Microsoft qui a, peut-être Serge pour en dire plus, qui a également lancé des programmes. On a SAP qui fait de similaire. Donc, chacun essaye par des initiatives souvent portées par la jeunesse, c'est-à-dire sur des profils plus jeunes, sur lesquels on va essayer de les accompagner en sortie d'école à faire monter au niveau pour avoir de la compétence locale. Maintenant, il faudra qu'à un moment donné, à un niveau supérieur, soit adressé le problème de la fuite des cerveaux, qui concerne bien sûr les ingénieurs informatiques, mais aussi les médecins, qui concerne beaucoup d'autres choses, et qui là est un drame où il faut prendre une perspective différente. Anthony ?
Jean-Philippe, question pour en ligne? Oui, bien sûr. On a M. Moïse qui lève la main depuis. Excusez-nous, on a pas mal d'interventions. Vous pouvez y aller, M. Moïse, ouvrez votre micro. OK, merci. Ma main, je perdais déjà du sang là, parce qu'elle est restée tellement longtemps en l'air que comme je devais la couper là tantôt. OK, ben merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui là. Et puis, je félicite énormément Anthony. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à le suivre sur Internet. Je t'ai fait un LinkedIn dernièrement parce que j'étais à Dataction en Tunis. Fait que moi, mon profil un peu, c'est quelqu'un, j'ai travaillé chez plusieurs fournisseurs de services de provider cloud, notamment Google, Amazon et Microsoft. Et puis, leur modèle est un peu, on va dire que c'est un peu différent de ce que nous autres en Afrique, on passe le temps à se plaindre, en fait. C'est qu'on se plaint de l'accompagnement gouvernemental, des législations et tout, mais en réalité, on ne se pose pas la question, on ne fait pas un 360 pour se poser la question en interne, c'est qu'est-ce que nous autres on fait pour pouvoir enabler, donner l'appétit pour les clients dans l'utilisation des solutions infonuagiques. Par exemple, les fournisseurs d'infos nuagiques, là, notamment Amazon, ce qu'ils font, ils vont vers des startups. Je sais qu'il y a un très grand potentiel de startups au niveau du Cameroun. Moi, je pense que l'initiative pourrait partir de ces fournisseurs, mettons, ST Digital, dire, OK, j'ai au Cameroun un certain nombre de startups qui opèrent dans le numérique. Je vais vers eux pour leur proposer mes solutions. Les solutions que j'offre à des prix assez relativement bas, on va dire ça comme ça, pour pouvoir pas faire concurrence avec ces GAFAM, parce que c'est sûr qu'il n'y aura pas de concurrence, ce n'est pas possible, mais leur offrir un minimum de services pour leur donner l'appétit. Parce que généralement, si on veut aller directement vers des grosses entreprises, c'est plus compliqué que démarrer avec des startups. Et parfois, on commence avec une startup, ils ont l'appétit d'utiliser ces services dans leur startup. Lorsque la startup est incubée ou elle devient une entreprise mature, elle va conserver ses services. Ou lorsque les employés ou bien les entrepreneurs de ces startups se retrouvent dans d'autres compagnies où est-ce qu'ils vont travailler, ils ont déjà la culture d'utiliser ces services-là et donc ils ramènent le service dans leur entreprise. Donc, moi, je pense que le travail d'éducation ou bien d'aller vers les clients locaux, c'est déjà, ça devrait être comme l'une des premières choses à faire dès maintenant. Et l'autre point que j'avais par rapport à, ça c'est une question, c'est pourquoi au niveau du Cameroun, on a de la peine à utiliser le point CM? Peut-être, c'est pas une question que je devrais adresser à vous autres directement, mais c'est une question qui, ça me taraude, ça me traumatise en réalité. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a de la peine à utiliser le point CM pour les services au Cameroun. Donc, je lance ça comme ça. Merci. Si tu as la réponse. Je pense qu'on a peut-être dans la salle Hervé Dia qui chez nous est en charge de la revente du point CM parce qu'on a un opérateur de revente du point CM. C'est vrai qu'on ne fait pas du tout de revenus dessus. Mais je crois qu'on a des contraintes de temps. Tu me faisais signe à Lyon avec un nombre limité de questions, c'est ça? Oui, non, c'est ça. Hein. Je pense qu'on va pouvoir prendre peut-être 2 questions. Alors, je vais en prendre une ici. Monsieur. Informatique, en fait, ma question c'était, vous avez parlé de différents acteurs, notamment d'Azure, c'était pour savoir quel est l'état d'avancement sur le territoire. Et après, dans l'avenir, est-ce que vous envisagez soit de nouer du partenariat ou plus vous tourner vers la souveraineté numérique? Moi, je pense que c'est un des éléments que je mentionnais tout à l'heure. Nous, on croit beaucoup dans tout ce qui est multi-cloud. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. On se tourne vers une solution d'infrastructure pour des projets. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, on va conserver nos actifs. On va les maintenir. On va également, pour des problématiques complémentaires, se tourner peut-être sur des solutions locales qu'on va coupler
avec les solutions des GAFAM. Nous, on est partenaire Gold Microsoft, donc on reste le plus gros revendeur de solutions cloud de Microsoft sur l'Afrique centrale. Et on va avoir des clients qui vont utiliser du cloud Microsoft pour leur messagerie. Ils vont nous prendre souvent 1 ou 2 serveurs en colocation ou en machine virtuelle pour des services bien précis sur lesquels ça a beaucoup plus de sens, le temps de latence, la présence locale, le cadre réglementaire, et ils vont quand même avoir des workloads sous Azure pour d'autres types de services comme du compute, où c'est vrai que c'est impossible de rivaliser. Personne ne peut aujourd'hui générer une machine avec 256 Go de RAM pour un projet SAP à part Azure ou Amazon. Donc, ça va rester la coexistence de ces services-là. Et on voit également émerger de nouvelles offres dans le multi-cloud. Je regardais avec beaucoup d'attention ce qui venait de Chine. On va avoir des offres très, très intéressantes d'Alibaba, qui est en train de lancer son multi-cloud aussi. On va avoir des choses qui se font pas seulement chez AWS, mais il y a d'autres acteurs qui vont proposer non seulement des couches de cloud qui sont des SaaS, mais on va aller vers des boîtes à outils comme tout ce qui est low code environment. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'à aller vers des outils où on va pouvoir créer nous-mêmes nos logiciels sans compétences techniques sur une plateforme cloud. Donc, on va de plus en plus loin. Et du coup, cette innovation-là, il faut la mutualiser. Il ne faut pas réinventer la roue. Donc, je pense que la vision est vraiment sur cette coexistence des modèles, avec chacune un avantage et des investissements un peu pas les œufs dans les mêmes paniers. Donc, alors, Jean-Philippe, si tu as encore une question, et on aura une dernière question ici, et ce sera bon. Alors, je vais donner la parole. Excusez-nous pour le chat, mais j'ai envoyé un spécialiste sur le chat pour répondre à vos questions sur le chat. Et on a une question à voix haute. Gaël Ongbille, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir le micro et poser votre question? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Je suis Gaël Ongbille, je suis entrepreneur basée en France et d'origine camerounaise, donc avec un panel d'activités déployés au Cameroun, notamment des systèmes en fait services à destination de grand public, notamment des job sites, donc avec une forte gestion de données, interaction, gestion de données, et très récemment pionnière également sur la formation en ligne en fait, donc une solution de e-learning mutualisée pour l'Afrique francophone, voilà. Donc, je suis tombée, je ne sais pas comment, en tout cas, j'ai été conviée à cette conférence débat, mais j'ai fortement souhaité y participer parce que j'avais des questions qui font sens, en fait, aux contraintes auxquelles moi j'ai été confrontée très rapidement lorsque j'ai commencé en 2018, entre 2018 et 2019, à déployer mes activités. Donc, pour le cas du Cameroun, il y avait la question du plan de continuité d'activité, tout simplement. Ce qui m'a profondément freinée, en fait. Je me retrouve aujourd'hui à avoir des services qui sont dédiés à des publics en Afrique, mais qui sont totalement hébergés ici, en Europe, avec des acteurs qui sont connus, OVH, pour ne pas le citer. Je suis pourtant moi-même afro-entreprenante, en fait, c'est-à-dire que je souhaiterais que des services qui s'adressent en fait à mes confrères, mes concitoyens, autant pour moi, sont totalement gérés en local. Donc, j'entends ST Digital, moi je suis fortement heureuse en réalité de savoir déjà que de telles initiatives existent pour l'Afrique, et voilà. Mais je m'interroge quand même, je me questionne, qu'est-ce qui ferait que moi aujourd'hui, qui gère énormément de données assez importantes en fait, et envie de me dire que le cloud, qui est quand même fortement tributaire de la distribution énergétique, que j'ai une garantie de continuité de mes services pour de la formation en ligne qui est censée être quand même disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
mutualisé, c'est pas simplement pour le Cameroun, mais pour d'autres pays, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, enfin voilà, et même l'étranger. Comment je garantis à la fois aux formateurs et aux élèves que derrière, une panne de courant ne rompt pas, voilà, ne freine pas le système. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir cette réponse-là. Et sur la continuité d'activité, le plan de continuité d'activité, et puis aussi sur, finalement, la gestion, en fait, la RGPD, la RGPP. Je me suis retrouvée à faire construire des chartes d'utilisation, de gestion de données, parce qu'il fallait quand même produire quelque chose aux utilisateurs, que ce soit sur le e-learning ou sur les job sites, produire par moi-même, de par mon inspiration, de par mon expérience personnelle, des documents qui garantissaient une certaine confidentialité, une certaine non-réutilisation, enfin en tout cas qui installaient, qui instauraient un climat de confiance pour ces personnes-là. Donc je pense que M. Tamac a donné tout à l'heure des réponses, j'ai écouté attentivement, mais je crois que ce sera intéressant aussi pour une entreprise comme ST Digital, pionnière, d'accompagner aussi dans ces démarches-là, dans ces interventions vers ceux qui ne devraient pas forcément venir finalement de nos États, hein, qui ont peut-être aussi un manque de savoir dans ces domaines-là. Mais j'ai vraiment la question sur la garantie du plan de continuité d'activité. Et je vais m'arrêter là. Merci pour vos réponses. Ouais. Bon, une fois de plus, c'est moi, donc je me lance. Alors, non, mais en référence à cette question, c'était l'intervention de Gabriel tout à l'heure, où nous, pour justement vulgariser les cloud services africains, on fait visiter le data center. C'est des choses qui ne se font pas. On reste un lieu anonyme, mais on est obligé de faire ça pour se localiser. Entre guillemets, on va être jugé plus durement qu'un data center situé en Europe, où de facto, on va se dire que les gens respectent les normes. En réalité, c'est pas... la disponibilité pour les activités de data center, elles sont liées aux standards et aux normes. Et donc, nous, on est dans un standard dit Tier 3, sur ce standard-là, vous devez avoir des mécanismes de haute disponibilité. Sur ces mécanismes de haute disponibilité, vous devez pouvoir, à travers la façon dont est conçue, construite et exploiter votre infrastructure, garantir un taux de disponibilité de 99,8%. Sachant que sur du tier 4, on va monter à 98,9%. Donc, on est sur ce type de pourcentage-là. Et il faut savoir que les GAFAM sont en général en tier 4 ou en tier 3+. Et donc, ces mécanismes-là de haute disponibilité, c'est ce qu'on a mis en œuvre dans le data center, qui vont être sur on a 3 générateurs de 400 kVA, on a des salles batteries de 800 batteries, on va avoir un dispositif, c'est un projet d'abord d'énergie avant d'être un projet technologique. Donc, on va avoir tout ce dispositif-là et ce tampon de Tier 3 qui va nous permettre de présenter les garanties de haute disponibilité pour ceux qui choisissent d'être hébergés chez nous. Et donc, voilà un peu. Donc, à travers cette conception et cette exploitation Tier 3, on apporte ces garanties-là à nos clients. Anthony, donc on va prendre juste une dernière question ici. Alioune? Oui, ce sera la dernière. Ah, Serge? Oui, j'avais juste un commentaire par rapport à la question de Gaëlle. Elle a fait un commentaire sur les aspects réglementaires contractuels. Elle a parlé de son cas pour les transferts de données et toutes les conditions auxquelles elle a eu à satisfaire par rapport au règlement européen de la donnée personnelle. Oui, c'est un accompagnement que Site Digital peut offrir, hein, et je pense que c'est des choses qui sont en discussion. Il y a des problématiques contractuelles qui existent. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment aucun pays africain qui n'a l'équivalence de l'Union européenne pour ce qui est de transfert de données sur le continent africain. Donc, c'est une question de cas par cas en réalité. Bon, dans chaque transaction, il faut savoir quels sont les bons arrangements juridiques qu'on va faire, etc., pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je voulais juste apporter cette précision pour Gaëlle. D'accord. Merci Serge. Donc, on va passer à la dernière question.
Donc, ce sera la dernière, malheureusement. Il y a un cocktail qui nous attend. Mais éventuellement, Jean-Philippe, s'il y a certaines réponses qui pourront être apportées par la suite dans le chat, peut-être que ça, voilà, ça permettra à certains d'avoir des réponses à leurs questions. Donc, dernière question, c'est parti. Ok, merci. Donc, je suis Bégassi Amejmal, donc directeur général de Spectrum Afrique, donc une ESN dans la transformation digitale. Ben, ce n'est pas des questions, mais c'est juste, j'ai voulu rajouter peut-être 2 points intéressants à la discussion. Le premier, c'est dans la suite des points sur la culture, il y a un point très intéressant, très important qu'on rencontre généralement dans le projet, c'est la confiance. La confiance culturelle, ce n'est pas une confiance réglementaire, parce que comme vous l'avez dit, je pense que dans la majorité des pays, il y a déjà cette réglementation de protection, et c'est la confiance dans nos, je l'ai dit entre guillemets, pays africains plus. Il y a des clients qui acceptent d'héberger leurs documents et leurs données sur du cloud américain, européen, parce qu'ils ont plus confiance dans ces structures-là, parce qu'ils savent qu'il n'y aura jamais une administration qui va aller chercher le data center de la Cité Digitale pour récupérer le document. Et on a eu l'exemple là, les gens n'ont même pas la confiance dans leur cloud privé. On a eu un projet où le directeur a refusé d'héberger ces documents parce que le projet a été initié par un autre directeur. Donc, tellement la confiance dans la... Ce n'est pas une confiance technique, mais plutôt culturelle. Et le deuxième point, c'est pour répondre à la question pourquoi pousser un utilisateur africain à aller sur un cloud africain au lieu d'aller chez d'autres clouds, c'est de lui fournir un service qu'il ne va pas trouver ailleurs. Ça ne veut pas dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va remplacer les GAFA, c'est impossible. On ne va pas aujourd'hui développer une messagerie africaine au lieu de... Non, mais plutôt, je cite l'exemple de Mobile Money aujourd'hui, qui n'existe qu'en Afrique, c'est d'essayer de développer un contenu. C'est ça la couche, on va dire, contenu, donc applicatif, qui va pousser peut-être des clients à préférer un cloud africain parce qu'il va trouver dedans des services ou des applications ou un contenu qu'il ne va pas le trouver chez Amazon. Ça conduit aussi à tisser un réseau de partenaires locaux, leur donner la chance d'offrir leurs services à travers vos data centers, votre offre cloud, des écoles, des conseillers, des petites PME. Donc, ce contenu-là, je pense que c'est ça qui va pousser encore plus l'utilisateur africain à aller chez les offres cloud africaines. Voilà, donc, et merci donc, pour cette initiative et bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, je pense que pour conclure, peut-être que on va parler de la digitalisation. Aujourd'hui, quand on parle de cloud, donc il y a eu une accélération de la digitalisation en Afrique ces dernières années, une accélération qui a été renforcée par la crise du Covid, qui fait qu'en fait, on est déjà dans le cloud. Donc maintenant, je pense qu'en fait, on n'est plus dans une situation où on va chercher peut-être à s'adapter, adopter la meilleure stratégie, s'adapter de la meilleure des manières, mais on est déjà dans le cloud. Donc maintenant, à nous de trouver les solutions. On n'est pas prêt. Il y a encore du travail, mais on n'a pas le choix, donc on va y aller. Donc c'est ce que j'ai envie de dire en conclusion. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci à tous les participants. Bon, voilà, je pense que vraiment avec des échanges comme ça, on fait avancer les choses. Donc vraiment, merci à tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci à tous.